Le plaisir a été toujours pour moi de vous retrouver chaque matin au travers de cette tranche matinale Namasté. Namasté à vous qui êtes branchés de partout en République démocratique du Congo. Vous êtes branchés à ces moments en train de nous suivre de partout où vous êtes. Nous vous disons Namasté à vous. Namasté qui veut tout simplement dire bonjour. Donc nous vous disons bonjour, bonjour, un bon matin déjà avec cette matinée un peu pluvieuse. Parfois on se demande mais finalement, il n'y aura pas la saison sèche là, hein? Il n'y aura pas la saison sèche? Finalement, on se pose la question à quand la saison sèche? Parce que ça énerve. Vous savez que la pluie énerve? Voilà, namasté parce que nous sommes déjà vendredi pour clore la semaine. Vous êtes fidèles de lundi à vendredi avec Béboutou de la presse que je suis de chaque lundi, mercredi. Et aujourd'hui, vendredi, je vous dis merci à vous et namasté parce que vous êtes là en train de nous suivre depuis Kingasani, dans la commune dans des communes par exemple de Kumbanseke, Kumasina, Njili. Vous êtes aussi dans la commune de Selembaou, Mongafula, Ngaliema, Limete. Vous qui nous suivez beaucoup aussi, surtout dans la commune de Lansele, Maluku, nous vous disons namasté. Et nous allons commencer cette tranche matinale avec ambiance. Quand même aujourd'hui, nous serons un peu mouvés parce que les esprits sont quand même un peu détendus. Hein, malgré nous sommes toujours en deuil. Vous voyez cette photo-là juste à côté. Et donc, c'est notre frère, notre confrère Reddy Wenge à qui nous disons encore qu'il puisse reposer en paix. Et donc, que Dieu puisse recevoir son âme, qui est la terre de nos ancêtres, lui soit très douce. Voilà, nous allons commencer comme d'habitude avec une chanson chrétienne. Mais aujourd'hui, je vous signale que Richard vous dit que je vais pouvoir citer de temps à autre et accompagner des Junior Bemba comme l'équipe technique, mais aussi assisté par Christian Bakabika qui est déjà aussi là des pointes. Vous savez que le menu de chaque vendredi c'est toujours aussi killant, c'est toujours bien, mais aujourd'hui je vous dis nous vous réservons encore quelque chose de spécial. Nous allons échanger avec notre invité aujourd'hui sur un sujet aussi très important sur l'identité nationale, mais aussi nous allons parler d'un dossier particulier. Donc on commence Richard vous dit tout d'abord avec cette chanson chrétienne pour dire merci à Dieu qui nous a gardés, qui nous a protégés, qui nous a donné le souffle de vie. Et nous profitons d'ailleurs de cette occasion de souhaiter déjà joyeux Noël à tous les kimbanguistes parce que ça sera dimanche. Et nous, dimanche, nous ne serons pas là. Donc, nous profitons déjà pour vous souhaiter joyeux Noël à tous les kimbanguistes qui vont célébrer leur Noël. C'est 25 mai. Et donc, si tout va bien, d'ailleurs, dans la mission Religion et Société, nous en parlerons demain, je crois. Alors, Richard vous dit, on y va avec la chanson chrétienne et on se retrouve tout juste après. Très bien, merci beaucoup Richard vous dit avec cette très belle chanson Pèlerin, je crois que Pèlerin remix de la sœur Laure Mbongo, maman Laure Mbongo. Et d'ailleurs, je vais devoir l'annoncer comme ça. Maman Laure Mbongo sera à côté du pasteur Bienvenu Matenda Kibangala. Ça sera le 30 juin. Le 30 juin 2025, bien évidemment, dans une campagne d'évangélisation qu'organise le pasteur Bienvenu Matenda Kibangala qui nous exhorte chaque matin. Et d'ailleurs, pour ce faire, nous entrons directement dans cette rubrique. Écoutons le pasteur. Aujourd'hui, il nous parle de quelque chose de très important. Il faut toujours savoir dire merci, savoir louer Dieu, savoir glorifier Dieu de tout ce que vous avez. Vous savez, vous pouvez demander de l'argent, vous pouvez demander le mariage ou le travail et consort, mais commencez d'abord par louer Dieu de ce que vous avez maintenant là. Et le reste, tu vas le faire après. On suit le pasteur Bienvenu Matenda et on se retrouve tout juste après. Bonjour, je voudrais m'adresser à quelqu'un ce matin qui a les yeux et qui voit, qui a les nœuds et qui respire, celui qui a la bouche et qui parle. Bien-aimés, la plupart de fois, nous oublions de glorifier le Seigneur de par les différentes parties qu'il nous a données. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont des yeux mais ils ne voient pas, ils sont aveugles. La plupart sont des millionnaires aussi, mais ils ne voient pas. Mais toi, tu as la grâce d'avoir les yeux, tu n'as jamais dit merci au Seigneur et tu penses que c'est gratuit. Il y a des gens aussi qui sont malades à l'hôpital et qui ne parviennent pas à respirer. Ils doivent acheter des bonbons pour avoir cette respiration-là. Beaucoup de gens aussi ont des bouches, mais ils ne parlent pas. Ils sont de bugs, ils sont des muets, ils sont des sourds. Tous ces éléments-là. Alors ce matin, je vais te dire tout simplement les différentes parties du corps que tu as. Tu as le yeux et tu vois. Ça doit être un sujet de gloire, de glorifier le Seigneur, d'adorer le Seigneur parce que tu t'en cœur.
Il y a des gens, je connais, ils sont millionnaires, ils connaissent pas leur... Ils savent qu'ils ont une fortune, mais ils n'ont jamais vu ça. Et toi, tu as la grâce de voir tes parents, tu as la grâce de voir tes amis, et tout ce que tu veux faire, tu fais facilement parce que tu vois. Mais tu ne sais pas dire merci au Seigneur. Il y a aussi des gens, comme je vous ai dit, ils sont malades à l'hôpital, ils sont des trillionnaires, des millionnaires, ils ont beaucoup d'argent. À 45, 50 ans, ils sont en train de partir parce que tout simplement, ils ont du mal à respirer. Mais toi, tu respires matin, midi, soir. Mais tu t'en fous du Seigneur. Tu le sais, tu as la bouche, mais tu ne parles. Il y a des gens pour parler, pour prononcer une phrase, ils ont du mal à parler. Mais ce matin, je vais te dire ceci. C'est un impératif pour toi. C'est une obligation pour toi. Il n'y a pas à négocier. Tu dois dire merci au Seigneur chaque jour quand tu te réveilles. Et surtout que nous sommes le dimanche, est-ce que tu as le temps d'aller à l'église? Il est dit dans Psaume 150, vous devez louer le Seigneur tous les jours de votre vie. Louez-le avec le cymbale, le harpe et tout ça. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Mais tu t'en fous parce que tu as l'argent, tu penses que tout est gratuit. Je t'ai dit, tu peux dormir le lendemain, tu ne te réveilles pas. Tu peux dormir le lendemain, tu ne sais pas voir. Tu peux dormir, tu ne sais pas parler. Alors, sois humble mon ami. Tu as l'obligation, c'est un impératif, je ne vais pas négocier avec toi. Tu es obligé de pouvoir glorifier le Seigneur et de dire merci au Seigneur. Et de dire reconnaissance sur notre Dieu. Soyez bénis et à la prochaine. À télémion la camarade. Voilà, merci. Vous venez d'écouter le pasteur bienvenu Matinda Kibangala qui nous a bien évidemment parlé de comment il faut dire merci, il faut toujours glorifier Dieu. Et c'est très important. C'est très important parce que lorsqu'on glorifie Dieu et donc on remercie Dieu, j'espère que vous ne manquerez pas tout ce qu'il a comme promesse pour vous, tout ce qu'il a réservé pour vous. Et c'est très important. Et c'est comme ça et ça doit se passer. Alors, on va prendre juste une transition et nous allons revenir pour commencer à souhaiter les anniversaires à tous ceux-là qui célèbrent leurs anniversaires aujourd'hui, le 23 mai. Et donc, vous êtes né un certain 23 mai, nous vous souhaitons de joyeux anniversaire. Alors, on part avec une transition et on se retrouve tout juste après. Cette belle chanson, cela fait plaisir à celui qu'on appelle Hervé Moba. Hervé Moba, cette chanson vous fait plaisir et surtout bon début de week-end à vous, Hervé Moba. Ça fait très longtemps, on ne s'est pas vu, ça fait très longtemps, je n'ai pas lancé cette salutation à Hervé Moba. Et donc, je vous salue, Hervé Moba, le banquier. J'ai dit également un bon séjour à l'oncle Rebod Wilson, Rebod Chabani, un bon séjour à Kinshasa, donc le directeur et de l'agence Raobank Gemena. Et donc, nous vous souhaitons bon séjour à Kinshasa. J'espère que donc, pour ces nouvelles permutations, ça sera toujours sous l'accompagnement de Dieu, de la main de Dieu vous accompagnera. Et surtout, maman, tantine mamie, nous vous souhaitons également bon début de week-end à vous et à mes deux petites sœurs Daniela et Angela. Bon début de week-end à vous. Bon début de week-end aussi à maman Hortense Bissanga Chabani. Et donc maman Hortense Bissanga Chabani. Bon début de week-end à vous et surtout et à tous les membres de l'association JIBAC. Nous vous saluons. Larry Kibungi, sans oublier Larry Kibungi. Bon retour à Kinshasa à toi mon frère. Sur ce plateau, nous avons notre invité, vous le connaissez bien. Déjà, vous l'aimez bien parce qu'il parlait bien. Lui là, il y a toujours les biens à la fin de chaque phrase qu'il faut utiliser. Vous le connaissez bien. Il parle bien. Il est toujours bien. Et voilà, c'est l'assistant Emmanuel Mouengue. Je pense qu'un jour, nous allons commencer à l'appeler chef des travaux. C'était nous le souhaitons d'ailleurs. L'assistant Emmanuel Mouengue qui est politologue, mais aussi assistant à l'Université de Kinshasa, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Hervé, bonjour à nos téléspectateurs. C'est un honneur et un plaisir d'être reçu dans ces très beaux plateaux, une fois de plus, après une longue période d'absence. Non, c'est dans l'intérêt de la population et surtout de la jeunesse congolaise que nous sommes là pour parler à la fois de l'actualité, mais aussi aborder des sujets très importants pour l'évolution de notre République, pour l'évolution de notre nation et pour notre État. Voilà, la thématique que je vous annonce déjà, la crise de l'identité nationale, gage de l'agression et de l'infiltration en République démocratique du Congo. Mais avant qu'on entre dans ce sujet, M. Emmanuel Mouengue, l'actualité est brillante. D'abord au Sénat, levé des immunités de Joseph Kabila. Et Matata Pogno, condamné à 10 ans de prison.
votre point de vue par rapport d'abord à ces deux actualités. Soyez donc bêta no kande ngoyo Oui. bêta po yo moko kota place de kota. Bon, d'abord, il faut savoir que la justice fonctionne. La justice est opérationnelle. Tout ce que moi je peux faire, c'est constater. Je ne suis ni juge, ni partie prenante au procès, mais en tant qu'observateur, je constate que Joseph Kabila, la levée de ses immunités s'est fait à son absence. Celui-ci n'a pas délégué non plus un représentant. Là où j'étais en train un peu de sourire, c'est quand le président du Sénat fait appel à Joseph Kabila ou à son représentant pour que celui-ci vienne donner des éléments de défense. Son absence m'a un peu fait rire. Bon, le silence continue. Vous avez oublié quand même de parler du dossier de l'affaire Constant Moutamba, Oui. que je soutiens et que je souhaite... Avant que vous n'entrez dans ce dossier-là, la jurisprudence, pardon, ne peut pas faire en sorte que comme Joseph Kabila ne s'est pas présenté, reporter quand même cette opération en attendant qu'il puisse être notifié officiellement, parce qu'il y a une notification, mais apparemment il n'y a pas eu accusé des réceptions. On n'a pas accusé des réceptions qu'il a reçu réellement la notification. Sur ce point-là, il faut savoir qu'il y a une procédure qui est en cours et c'est la procédure qui conduit au résultat que nous avons aujourd'hui. Alors, s'il n'a pas accusé réception, y a-t-il un mécanisme légal qui prévoit le report? Ça, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes face aux faits et les faits disent clairement que ces immunités ont été levées et que les poursuites peuvent être enclenchées à sa personne, à l'égard de sa personne. Tout ce que nous voyons là, c'est le fonctionnement de l'appareil étatique dans l'aspect judiciaire et aussi dans la réglementation en vigueur pour la facilitation de poursuites. Reste à savoir maintenant si dans le développement ou l'élan de l'affaire, il y aura du nouveau, où il y aura des changements, où il y aura plus d'informations à apporter là-dessus. Alors pour Constant Moutamba, un grand soutien à lui, mais seulement que la procédure soit respectée et que les faits soient clairement établis parce qu'il s'agit d'un conflit, plutôt d'un contentieux lié à la procédure légale sur la passation de marché public. Il y a plusieurs éléments qui entrent en compte, qui sont en train de mettre à valeur de suspicion de détournement, mais nous allons voir comment est-ce que les choses vont évoluer dans les jours à venir. L'opinion pense qu'on est en train de vouloir l'éjecter, tout simplement. Surtout l'opinion jeune. Et personnellement, si je dois être loin de la rationalité, un peu subjectif, pour moi, vous connaissez mon appréhension positive par rapport aux actions de Constant Moutamba. J'ai toujours été derrière les actions qu'il mène, en tout cas les actions qui ont des résultats quand même efficaces, comme l'affaire de la peine de mort, mais du moins, nous sommes tous soumis aux règles du droit, aux principes qui sont établis au sein de l'État en ce qui concerne ces types de cas. Mais nous les soutenons en même temps que... Peut-on les considérer les Thomas Sankara congolais? C'est un peu trop dire. C'est un peu trop dire. Pourquoi? Parce qu'il y a un long chemin à faire. Constant Moutamba est jeune. Il pourrait faire mieux. Et que Lumumba, par exemple, une référence nationale plutôt qu'une référence extérieure à la RDC, il pourrait peut-être faire mieux. Tout le monde peut faire mieux. Il suffit d'avoir la volonté, il suffit d'avoir un cœur persévérant, il suffit d'avoir la moralité qui vaut aussi, ainsi que la compétence. Bon, observons l'affaire des prêts. Pour Matata en Pogno, le contentieux qui existe entre, je dirais un petit conflit qui existe entre l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle, nous avons suivi en ce qui concerne la levée des immunités. Dans ces contextes de conflit, vous voyez une condamnation à intervenir, je ne sais pas si on peut dire par défaut ou pas. C'est par défaut. Et de 10 ans, bon, toujours nous observons la suite. Oui. Nous allons voir. Et surtout, dans la déclaration de cet arrêt, on n'a pas dit arrêt immédiat. Exactement. Une arrestation dans l'immédiat, c'est-à-dire... on condamne. On vous condamne et puis on vous prend. Mais vous êtes encore là. Vous êtes encore là. Vous n'êtes pas. Donc c'est une affaire qui, dans son déroulement, dans la procédure, a rencontré plusieurs couacs. Et ces couacs n'ont pas été résolus, notamment la mésentente entre l'Assemblée nationale, qui est chargée de lever les immunités, et la Cour constitutionnelle. Et dès cette mésentente intervient une condamnation. Je dirais peut-être qu'il y a quelque chose à revoir et à refaire sur le plan procéduriel. Mais nous observons les faits et nous souhaitons que les choses reviennent à l'ordre. Parce qu'obtenir une condamnation ici d'une mésentente et d'une procédure qui semble être imparfaite par rapport au manque d'acquittement des tâches de l'institution Parlement, moi je me demande qu'à voir ce qui peut se passer après. Matata dit c'est juste l'acharnement politique. Vital Kamerhe dit nous ne sommes pas notifiés jusqu'à présent. Exactement. Finalement, on conclut en quoi avec ces dossiers-là? Je ne sais pas comment conclure dans un dossier comme celui-ci puisque le cas est complexe. L'Assemblée nationale devait faire sa part, a imposé ses conditions. La Cour constitutionnelle a donné son... le juge de la Cour constitutionnelle a donné son avis là-dessus. La Cour s'est exécutée. Mais moi, je pense que nul n'est au-dessus de loi et que les lois priment au-dessus de toutes les institutions. Il faudrait
pensez aussi à ça. C'est toujours intéressant quand nous commençons les biscuits avec Emmanuel Mouengue. Donc là, nous entrons maintenant dans le vif du sujet. La crise de l'identité nationale, gage de l'agression et de l'infiltration. Comment d'abord vous définissez l'identité d'un citoyen? Moi, je dirais d'abord, avant de répondre à votre question, que la crise de l'identité nationale congolaise, gage de l'infiltration et de l'agression, j'ajouterais pour le pillage des ressources et l'expropriation des terres. C'est comme ça que moi je vois le symbole. Alors comment moi je conçois l'identité nationale? Elle s'assoit sur des éléments d'un État-nation d'abord. C'était un peuple dont la culture, dont les valeurs, dont l'appartenance aux terres se transmet des ascendants aux descendants. Et la reconnaissance de ces peuples-là, sur le plan juridique, lui attribue une nationalité qui s'associe au sol, à l'appropriation du sol, qui reconnaît le partage culturel et la délimitation des frontières ainsi que des emblèmes nationaux. Drapeaux, armoiries, autres, et tout ça régi par des textes. Et après, vous avez la démarche administrative de l'acquisition d'une carte qui, elle, reflète l'identité nationale telle que je viens de dénoncer par les bases d'un État-nation sanctionné par le besoin du vivre ensemble et les textes qui régissent cela. Alors, cette question de la crise identitaire, justement, c'est une question qui vient intervenir dans le contexte du conflit actuel qui dure depuis des années. Qu'est-ce que moi j'entends par crise identitaire? C'est le manque de repères ou la perte totale d'une appartenance au sol et à l'histoire de notre peuple. Cette démonstration qui, sur le plan juridique, n'est pas vraie, mais qui profite aussi à l'ennemi par infiltration. Je vais vous l'expliquer. Vous avez un Américain qui est par exemple de l'Ohio ou d'un autre État des États-Unis, un natif de là, un Américain d'origine. Les terres qu'il occupe sont des terres qui l'appartiennent depuis des années. Nous avons un pays tel que le Congo, avec tous les millions d'habitants que nous avons des groupes ethniques, nous avons des groupes de tribus, tous sont propriétaires des terres. Mais vous verrez que par convoitise, il y a le Rwanda de l'autre côté qui vient trouver le mécanisme par lequel il peut infiltrer cette identité nationale pour que sa population soit reconnue comme congolaise d'origine et par la même occasion avoir des droits sur la terre, avoir des droits sur les ressources. Mais qui est défaillant? Qui est défaillant? La loi congolaise ou c'est la population elle-même qui n'arrive pas à dénoncer que voilà, cette personne-ci n'est pas autochtone, n'est pas mon frère des sols. Parlons de sols parce qu'on ne va pas parler des personnes qui sont venues juste pour habiter. Parlons de sol, ça dit comme les Américains aussi considèrent celui qui est américain, c'est un Américain des sols, celui qui est né aux États-Unis. Peut-être que ce n'est pas ça la défaillance? La défaillance vient d'un système bien conçu. Et cette défaillance dans le système a de sous-systèmes tels que la loi, le contexte juridique. Après, vous avez la méconnaissance historique de la population. La population ne connaît pas son histoire. C'est comme ça que j'ai parlé de la transmission des valeurs et de la culture des ascendants vers les descendants. Cette transmission ne se fait pas que dans la première cellule de l'État qui est la famille, mais c'est une transmission aussi éducative dans les systèmes de l'enseignement. Quelles sont les failles? Maintenant, moi, je vais les énumérer ici. Nous sommes à Sun City en 2002. Les accords de Sun City doivent réunir les belligérants pour reconstituer l'État qui est divisé. Comment nous sommes arrivés à la division? Nous sommes dans la guerre de l'AFDEL pour la conquête du pouvoir. Il y aura alliance avec des forces rwandaises. Les accords de l'Éméra, les fameux accords, dans lesquels on vous dira que lorsque nous vous aidons à récupérer le pouvoir, vous allez nous céder des terres. Ce qui est totalement logique pour une population, pour un pays qui a une superficie de plus ou moins 26 000 km², avec l'effectif de plus ou moins 500 personnes vivant le kilomètre carré, ce qui fait une incapacité d'espace, une incapacité de mode de vie. Le Rwanda va anticiper. Comment est-ce qu'on peut s'approprier ces terres-là? Il va falloir faire les accords avec ces messieurs Laurent Désiré Kabila pour prendre le pouvoir et nous céder les terres. Kabila lui-même le dit. C'est l'histoire qui le dit, c'est pas moi. Kabila vient dénoncer par après en 98 pour dire voilà, ces gens sont venus prendre notre miel, 97-98, il faudrait les chasser. Il y aura une décision d'expulsion de population rwandaise, on les met à la porte. Celles-ci maintenant vont faire la guerre. Et vous verrez que la guerre de belligérants qui a amené au 1+4, c'est en fait la guerre de l'Ouganda, du Rwanda, et parfois à l'époque du Burundi, mais derrière des acteurs politiques congolais. Et j'invite aussi la population à lire cet ouvrage, Les marionnettes congolaises. Vous allez tout trouver à l'intérieur. C'est des Nikez Kibelebele. Alors, Mouzé se rend compte, il les expulse.
On revient à Sun City après la mort de Mouzé. On prend la décision de créer certains contextes juridiques pour légaliser une identité nationale déjà controversée dans le passé, pour permettre aux populations rwandophones de se manifester, de se présenter en tant que Congolais pour avoir des droits sur le sol. L'autre fois dans cette émission, j'ai parlé de la loi organique de 2004, dans son article 6, qui fait référence à la complémentarité de l'article 10 de la Constitution sur la nationalité. Dans cette loi, l'article 6 vous dit que sont reconnus comme Congolais d'origine les groupes ethniques et tribus possédant des terres ainsi que les nationalités. Quand on fait référence aux nationalités, on fait allusion à quelle nationalité, compris encore dans la nationalité congolaise. Et de plus que cette loi organique-là est issue d'un parlement illégitime, puisqu'il n'est pas là par voie des élections. Nous sommes en 2004, les premières élections. C'est un parlement de transition qui n'a aucune légitimité populaire. Il n'est pas issu des élections. Mais bizarrement, la loi de 2004 est en complémentarité de l'article 10 de la Constitution qui, elle, a été votée par le peuple. Comment on peut mélanger un contexte d'une Constitution pris par référendum, par voie légale, le peuple a donné une légitimité à ces documents, à un parlement de transition et qui fait référence à des nationalités. Là, maintenant, nous entrons dans les contextes historiques. Quelles sont ces ethnies et ces tribus qui veulent s'approprier l'identité congolaise d'origine pour pouvoir faire asseoir le complot éternellement? Mais ce sont les populations rwandophones, les Tutsis et les populations Hutus. Est-ce qu'ils n'étaient pas là, ou ils n'étaient pas là au début, c'est-à-dire avant Berlin? Parce qu'il faut qu'on se le dise, c'est Berlin qui nous a déterminé l'espace, je dis la conférence de Berlin qui a déterminé l'espace que nous avons aujourd'hui, 2 345 000 kilomètres carrés. Est-ce qu'ils n'étaient pas là avant Berlin? Je vais éclairer votre lanterne. Les grandes vagues migratoires de populations rwandophones connues, je vais les énoncer, les citer ici, c'est plus ou moins 3 ou 4. Premièrement, vous avez la vague de 1928-1930 à 1954. Il y avait 300 000 populations, membres de la population rwandophone qu'on a injectés dans les territoires congolais pour l'exploitation des terres, faire des activités agricoles et autres. Là, nous sommes encore à l'époque du Congo, la communauté des États du Congo belge, Rwanda, Urundi. Nous venons à la deuxième vague de 62. Lorsque les Hutus ont pris le pouvoir, les Tutsis se sont déplacés ici. C'est comme ça que vous avez Bisengimana, qui était pour le bras droit de Mobutu. Et le fameux Bisengimana qui va aller construire l'ordonnance portant sur la nationalité des populations rwandophones de la communauté des États du Congo belge, Rwanda, Burundi. L'ordonnance fameuse de 71, je crois, si je ne me trompe pas. Vous avez la prochaine vague qui va intervenir à partir de 96. Celle de la guerre qui sont des réfugiés qui vont pénétrer ici. Maximum 3. En dehors de ça, il n'y a aucune source historique qui prouve qu'ils étaient là bien avant. Par contre, moi, je vais vous donner 3 sources qui prouvent que les Congo, dans son état, avaient des ethnies très bien connues depuis les années 1800. Et parmi lesquelles on ne trouvait pas les Tutsis et les Hutus comme tribus d'origine. Premièrement, vous avez dans la documentation la cartographie ethnique de 1910. L'ethnographie, celle du Congo belge. Elle était produite par les révérends Père Moller. Quand vous allez à l'intérieur, vous ne trouverez nulle part des tribus possédant des terres qui sont des tribus Tutsi ou Hutu. Je prends le deuxième document. C'est l'archiviste belge Van der Hoed qui va publier la cartographie, l'ethnographie du Kivu de 1870 jusqu'en 1910 pour vous montrer toutes les tribus et les révolutions, les répartitions selon les terres. Après ça, vous avez Monsieur Gaston Deringer, qui était professeur à l'Institut universitaire des territoires d'outre-mer. Il va prendre la carte du Congo belge, Rwanda-Urundi, dans laquelle vous ne trouverez pas les tribus Hutu et Tutsi. Et d'ailleurs, dans la carte, dans le Congo, comme tribu d'origine, dans la cartographie que je venais d'énoncer ici, avant, qui est la cartographie du professeur, plutôt de l'archiviste Van der Hoed, de 1870 jusqu'à 1910, on dénombre les 16 tribus qui peuplent les Kivu. Les Bashi, les Rega, les Bafulero, ainsi de suite. Vous ne trouverez jamais le Hutu ou le Tutsi. Et finalement, puisque la plupart de ces membres de ces tribus, même rwandophones qui sont au Rwanda, qui réclament leur appartenance au Congo comme tribu d'origine, ceux-ci se réfèrent à l'époque de l'EIC. Et même ils vont jusqu'au Congo belge. Moi, je vais vous donner le vice-gouverneur du Congo belge, Gaston Keinen,
avait pris la cartographie du professeur Gaston Deringer, que je viens d'énoncer ici, la cartographie ethnique, comme étant la cartographie des bases identifiant les populations du Kivu. C'était un document de l'État belge. Okay. Donc déjà le pouvoir qui régentait les territoires de la République démocratique du Congo a reconnu cette cartographie comme la cartographie régionale de l'Est du pays. Et c'est en fonction de cela qu'on gérait les terres. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes en 1971. Oui. Vous avez Bissengimana qui vient et qui va rédiger les fameuses ordonnances d'attribution de la nationalité collective, qui, elle, va être ensuite contredite par le comité, je crois, le comité central du MPR en 1972, pour dire que cette décision était mal prise. Il fallait d'abord identifier quelles sont les populations qui doivent avoir, et ça devait être une naturalisation, il fallait être plus précis là-dessus. Parce que la nationalité, vous pouvez être national d'origine ou encore d'attribution par naturalisation. Quand ces choses vont être faites, on va renoncer à cette décision-là par le comité central de l'Impair. En 1972, le 20 juin, la communauté rwandophone du Congo va écrire au secrétaire général des Nations Unies pour le processus d'autodétermination. C'est-à-dire quoi? Puisqu'on vient de nous retirer cette nationalité collective, à vous, Nations Unies, de nous déclarer propriétaires des terres du Massissi. Nous voulons prendre ces terres-là et que vous nous reconnaissez d'abord comme État congolais d'origine et que nous prenons les terres de la population du Massissi. Le 20 juin 1972. Et dans la lettre, il s'identifie comme de populations originaires de Rwanda. Chose grave, c'est que je n'arrive pas à comprendre. Alors, comment vous pouvez vous identifier comme étant originaire d'un État, mais vous réclamez encore la nationalité d'origine d'un autre État? C'est ça le problème. Et tout ça se faisait par une instrumentalisation et une manipulation qui ne disait pas son nom. Maintenant, on en vient là où nous sommes aujourd'hui. Parce que ça, c'est l'histoire. Il ne s'agit pas d'un parti pris, de la haine, de l'intoxication ou quoi que ce soit. Non. Quand on veut faire naître une nation, la nation doit respecter dans les cadres légaux, les cadres juridiques, le contexte historique d'un peuple. Vous ne verrez pas l'Amérique vous faire une loi en dehors de l'histoire de son pays. Le problème avec la politique aujourd'hui, c'est qu'on fait de lois politiques, pas de lois sur l'aspect historique. Surtout sur la question identitaire. Aujourd'hui, je vois, il y a des gens qui sont fiers de dire, mais finalement, même si vous vous plaignez, qui aujourd'hui peut dire qu'il est congolais? Ils disent ça avec fierté. C'est une honte, parce que nous avons négligé la crise identitaire. Et je peux vous dire que la crise identitaire est même à la base de la thèse du conflit interne, qui casse la thèse de l'agression. Or, c'est la nature du conflit qui détermine l'issue des négociations. Si vous dénoncez une agression et que sur la table de négociation, on vous soumet à des règles de négociation d'un conflit interne, le problème va perdurer puisque tant que la République démocratique du Congo sera un scandale géographique, un scandale en ressources de minerais, le problème existera toujours. Demain, ça sera une autre affaire. Parce que la stratégie de l'exploitation et du pillage, c'est entrer par la crise identitaire, créer des conflits communautaires, à travers les conflits communautaires, créer des conflits d'inégalité au sein des communautés à l'égard de l'État, et puis justifier ça par des accords d'acquisition et d'attribution des terres et d'exploitation. C'est un système qui continue à fonctionner jusqu'à aujourd'hui. Comment résoudre cette situation? C'est simple. Aujourd'hui, comme je vous le disais, vous avez la fameuse loi qu'on vient de dénoncer ici. On peut résoudre la situation de manière claire. Il faut un recensement. Il faut un recensement à tout prix. À tout prix. Après que cette guerre soit résolue, le prochain gouvernement qui vient, d'ailleurs, moi, j'ai toujours souhaité... La mission principale de ce gouvernement, c'est d'abord le recensement. Pour l'identification de qui est congolais, qui ne l'est pas. Cela va nous aider à établir les nationalités de manière claire pour qu'il n'y ait pas un sous-entendu sur un groupe qui serait marginalisé au point de prendre les armes et de se battre contre le Congo. Et d'ailleurs, j'ai oublié même d'énoncer une petite remarque que j'avais faite. Les communautés rwandophones vivant au Congo s'y réclament comme étant originaires de la montagne de Mulenge, qui se trouve à Uvira. Les dites communautés encore se battent pour le Minembwe, qui se trouve à 5 km de Uvira, au sud, au niveau de Fizi. Le problème, c'est quoi? C'est l'influence qu'a le Rwanda sur les communautés congolaises, les communautés plutôt rwandaises vivant au Congo, au point de leur motiver pour leur dire que le Rwanda n'a plus d'espace. Le paradis, c'est en face là-bas. Battez-vous là-bas. Battez-vous là-bas. Et restez là-bas. Et je me rappelle qu'il y a eu une dénonciation d'un l'ancien chef d'état-major rwandais. J'ai oublié son nom. Il se trouve exilé en Afrique du Sud. Qui disait que pour nous, la thèse est que la guerre se passe de l'autre côté et non ici. Et non chez nous. Et dans cette guerre, on infiltre l'identité nationale comme on l'a fait à Sun City pour donner naissance à des lois
qui avantagie l'infiltration sur le plan de l'origine et de l'appropriation des terres. Or, le recensement maintenant va venir faire quoi? Le recensement va identifier les deux sous-groupes. Un, vous aurez les populations qui ont quitté à cause de la guerre et qui sont venues se réfugier au Congo. Le deuxième groupe, vous aurez les populations qui sont descendantes de la communauté des États du Congo belge, Rwanda et Burundi. Et si je me rappelle bien, l'indépendance n'a pas été donnée à la communauté des États du Congo belge, Rwanda et Burundi. L'indépendance a été donnée au Congo belge qui est devenu République démocratique du Congo aujourd'hui. Donc, on sous-entend que ceux qui ont quitté de ces contextes-là se doivent maintenant, par rapport aux lois en vigueur, d'adhérer à un processus de naturalisation parce que la nationalité collective qui leur avait été donnée a été enlevée. C'est ainsi qu'on va identifier maintenant qui sont éligibles à la naturalisation ou pas, et on va les raccorder, mais comme étant des Congolais par naturalisation et non des Congolais d'origine, parce qu'il n'y a aucune archive avant 1970 qui retrace la présence des Rwandais ici. C'est ainsi qu'il faut que le gouvernement, dans ses recensements, travaille en partenariat avec la Belgique pour les archives. Ça, c'est très important. Il faut que le contexte juridique sur la nationalité, ça soit sur les sources historiques des archives qui sont dans les musées des terres virènes, par exemple, et que la Belgique fasse un partenariat avec le gouvernement congolais pour l'identification et le recensement. Et c'est comme ça que nous allons sauver l'identité congolaise. Et demain, les droits de chacun, que ce soit les naturalisés ou les Congolais d'origine, seront connus et il n'y aura plus de conflit. Pourvu que le ministre de l'Intérieur puisse vous écouter, parce que c'est à lui la charge aussi, le ministre du Plan. Oui, il a la décentralisation entre ses mains. Même le ministère du Plan peut planifier cette politique censitaire. C'est tout ce que nous voulons. Le seul problème avec le Congo, c'est quoi? C'est que les scientifiques, on ne nous écoute pas. Les gens veulent gérer les conflits sur le plan politique et ça crée des répercussions politiques et on fait que tourner dans une même boucle. Il est temps de faire naître une nation qui possède une identité et une identité qui ne peut pas être falsifiée, et cette identité qui s'assoit sur le droit de chacun. Les combles, M. Manuel, lorsque un scientifique est nommé dans les postes politiques, il devient politicien. C'est un problème de moralité. C'est un problème de moralité. Pourquoi? Parce que moi, je conçois le fait d'être nommé en tant que peut-être ministre ou en tant que chef d'un service de l'État dans le but de rendre service à la nation, à la République, à l'État. Alors, si dans ces contextes-là, une personne qui arrive en fonction commence à chercher ses propres intérêts, c'est qu'il a une faible moralité. Nous nous battons pour le Congo. Le Congo, ce n'est plus Félix Tshisekedi. C'est Félix Tshisekedi, mais ce n'est plus. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est nous l'avenir de demain. Le président Félix Tshisekedi ne sera jamais éternellement président. Demain, on va passer le relais à une jeunesse montante. Alors, si nous autres là, nous n'arrivons pas à nous assumer pour que le Congo soit redressé, c'est le chaos. Et demain, nous allons nous balkaniser. Donc, vous comprenez que la balkanisation du Congo n'a pas commencé aujourd'hui. Déjà en 72, les populations demandaient, les populations originaires de Rwanda, l'autonomisation du Massissi. Et vous suivrez Bertrand Bisimwa qui disait d'ailleurs, si vous ne voulez plus de Swahili, chassez-nous avec nos terres. Donc, une conception qui ne dit pas son mot, mais le Rwanda parle à travers sa bouche. Mais quelque chose me vient en tête. C'est une idée, je ne sais pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir de cette manière ici? Comme c'est un peuple qui est souvent cultivateur et élévateur, ils sont beaucoup plus dans les champs et élever des animaux, on ne peut pas les faire déplacer des terres. Les ramener par exemple de côté, nous avons des espaces exploitables dans les grands Bandundu, nous avons des espaces exploitables dans les Maniema, les faire quitter cette terre-là des Massissi parce que ça fait une sorte de porte d'entrée de l'ennemi. On dit bon, que ça va, désormais vous ne serez plus de cette contrée, on vous amène ailleurs. Vous voulez être Congolais, vous voulez avoir des terres, voilà les terres. Maintenant, cette fois-ci, de l'autre côté. Je pense que ça serait créer... C'est comme si vous déplacez une poche de conflit vers une autre région. Au stade où nous en sommes là, la maturité de cette population n'adhère pas à la construction d'une nation. Même notre maturité à tous collective, même à 70-80%, n'est pas encore dans le contexte d'une nation. Ce qu'il faut faire, c'est lorsqu'on leur attribue la nationalité par naturalisation, ils jouissent de certains droits des nationaux. Ils ont le droit de se promener partout où ils veulent. Mais le problème qui est là, c'est quoi? C'est qu'il va falloir identifier d'abord. Ce n'est pas en déplaçant qu'on va résoudre le problème. Vous allez exporter le problème ailleurs. Aujourd'hui, vous avez le phénomène Mobondo. Mais d'après les témoignages des gens qui ont vécu ces conflits de Mobondo-là, ils vous disent qu'il y a même ceux-là qu'on a appelé le Mbororo qui était venu avec des vaches qui tuaient. Il y a des témoignages comme ça. L'affaire est simple. Il faut identifier. Après avoir identifié, il faut la création d'un fichier national d'identification des expatriés. Et plutôt de naturalisés, excusez-moi. Et ce fichier-là va suivre à la trace des actions de chaque naturalisé, ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il fait. Et il faudrait créer une cage pour le restreindre dans des droits
qui sont vivables, mais leur interdire certains accès aux fonctions régaliennes. C'est là que moi, j'ai rejoint la pensée de Noël Tiani. Même si je ne suis pas d'accord avec lui sur certains points, mais sur le point de vouloir sécuriser l'État, sécuriser l'héritage national, moi je lui rejoins dans ce sens-là. Il nous faut créer ces cadres juridiques. Et d'ailleurs, je pense que le président l'a compris en voulant changer ou réviser la Constitution. Les textes de notre pays doivent s'adapter au contexte historique pour protéger les droits des nationaux, pour protéger l'intégrité territoriale et pour casser la thèse d'un conflit interne, qui est une thèse défendue par plusieurs opposants, parce qu'eux savent quels sont les intérêts que les Européens ont derrière le conflit ou l'agression que le Rwanda nous établit à travers l'infiltration de l'identité nationale. Merci beaucoup, M. Emmanuel Mwengue. C'était vraiment intéressant de parler de cette crise d'identité nationale qui nous pose beaucoup de problèmes, parce que jusque-là, on ne sait pas qui est réellement congolais et qui ne l'est pas. La carte d'électeur, oui, la carte d'électeur, c'est juste pour les élections. Et d'ailleurs, les machines de la CENI ont été volatilisées dans ces contrées-là de Kivu. On nous avait dit que non, c'était brûlé et qu'on sort. Mais après, on va apprendre qu'on est en train de dupliquer des cartes d'électeurs dans la ville de Kisenyi. Or, Kisenyi, c'est de l'autre côté du Rwanda. Voilà, on va prendre une transition. Cette vidéo, Richard vous dit, cette vidéo va nous amener dans un autre sujet dont nous allons parler de ces dossiers Motel Fikini. On suit cette vidéo et on se retrouve tout juste après. Kinshasa est une capitale en pleine expansion. Rien d'étonnant à ce que l'accroissement continu de la population pose toute une série de problèmes urbains. Celui de logement est crucial. Trop de familles sont réduites à s'entasser dans des abris insalubres. Une solution qui s'impose, la création de cités satellites. L'Office national du logement s'est hardiment attaché à ce vaste programme. Nous voyons ici sortir de terre toute une agglomération nouvelle. Conçue selon des plans rationnels, c'est avec les techniques les plus modernes que nous la voyons prendre forme. Tous les corps de métier occupent une abondante main-d'œuvre et cet aspect social de l'entreprise est apporté déjà au crédit de l'ONL. Mais ce qui importe surtout, c'est que plus de 2000 logements vont en cet endroit être mis à la disposition de tant de familles. Et c'est là le principal objectif de cette politique sociale du logement. Dans ces buildings et ces coquettes habitations, dotées de tout le confort, c'est toute une population heureuse de vivre et de travailler dans les perspectives du nouveau régime que l'on verra bientôt animer la nouvelle cité. Voilà, vous venez de voir cette petite vidéo, c'est un documentaire qui est très long. D'ailleurs, nous avons juste pris cet extrait pour vous parler quand même de ces dossiers à Motel Fikini que nous avons connu ici en République démocratique du Congo, cette entreprise ONL qui construisait des habitations pour les citoyens congolais. Et d'ailleurs, c'est une demande que nous lançons au ministre des Affaires foncières, mais aussi à l'aménagement du territoire, ministre de l'Urbanisme et Habitat, de pouvoir aussi créer une structure comme ça, une société comme ça et construire des cités pour le peuple congolais. Vous savez, surtout à Kinshasa, on commence à être vraiment surpeuplé et donc ça n'arrive plus à être dans les bonnes conditions, la population n'est plus dans les bonnes conditions. Alors, M. Emmanuel Mwengue, qu'est-ce qui se passe à Motel Fikini? D'abord, M. Hervé, je vous remercie pour le fait de m'avoir accueilli dans ce plateau et d'avoir diffusé cette vidéo. Ouais. Alors, tous ceux qui ont suivi cette vidéo, sachez-les très bien, les logements que vous voyez là, au Motel Fikini, qu'on appelle communément Motel Fikini, ne sont pas des logements de la foire. La foire a été gestionnaire des faits pendant des années jusqu'à aujourd'hui. Okay. Mais sur le plan légal, la foire n'est pas gestionnaire
de ces maisons-là. La vidéo que vous venez de voir, c'est le motel Fikine en 1967, lorsqu'il était construit sur le projet de logement au NEL, mené par Mobutu et par Mme Liaou Kanza, qui fut ministre de l'urbanisme et de l'habitat à l'époque, ministre de l'habitat à l'époque. Alors, le conflit qui existe à motel Fikine, c'est un conflit qui relève de plusieurs infractions et plusieurs violations des textes. Premièrement, vous avez l'aliénation illégale d'un bien qui n'appartient pas à la foire. Un bien qui a été désorienté de sa mission d'ordre social pour servir des intérêts lucratifs d'un établissement public de l'État qui est dans la mafia. Et j'assume ce que je dis. Nous sommes même en justice, nos avocats ont plaidé et nous attendons que la décision de juge sorte. Je vais vous faire rendre compte à combien l'État congolais souffre du problème de l'absence de la continuité de l'État et du contrôle des décisions étatiques dans leur applicabilité. Premièrement, nous avons la cité Onel, que vous avez vue là. Nous sommes en 1967, avant la naissance de la Fikine. Je vais aller vite. Cette cité a pour mission de fournir des logements adéquats aux populations de la classe moyenne, pour que celle-ci ait un endroit où vivre et surtout aux jeunes ménages. C'est le même type de construction que vous trouverez au camp Bumba, à Lemba, à Matete, au camp Badiading et j'en passe. Il était prévu, d'où vient maintenant cette aliénation-là, il était prévu par décision de l'ONEL que les 100 premiers lots de maisons soient attribués à la foire internationale de Kinshasa. Là, nous sommes en 68, 69. La foire est venue naître après l'ONEL, mais pour organiser sa première exposition foraine, elle manquait d'endroits où loger les expatriés, où loger les exposants. C'est comme ça qu'à cause de sa proximité avec la cité ONEL, la cité ONEL va lui donner 100 maisons, puisque la foire était une initiative de Mobutu. Ces 100 maisons-là devaient servir à accueillir les exposants pendant un bref délai, comme c'est écrit ici, et les 100 maisons devaient revenir aux acquéreurs éventuels par les principes qui encadrent le logement ONEL, qui est le principe de location-vente. Ça signifie quoi? Au continent, et la foire avait reçu pour instruction de restituer les maisons aux acquéreurs éventuels. Chose qu'elle n'a jamais faite. Donc je vais l'éclaircissement à ce niveau-là. Donc, ces maisons n'étaient pas destinées aux travailleurs de la foire. Non, jamais. Et les maisons n'étaient même pas destinées à un besoin de lucre. La vente d'un service de location, jamais. Et la preuve, il n'y a pas un seul texte de l'État qui mentionne, par exemple, je commence par l'ordonnance portant création de la foire, qui mentionne les maisons comme source des revenus de la foire. Jamais. Premièrement, vous avez les ressources de la Fikine. Ça, c'est l'article 10 de l'ordonnance 69, portant création de la foire internationale de Kinshasa. Là, à l'époque, la foire est une entreprise publique. Contrairement aujourd'hui, par les décrets de 2009, elle est devenue un établissement public de l'État. L'article 10 dit ceci. Les ressources de la Fikine sont constituées, 1. Des subventions de l'État, des recettes provenant des expositions foraines, des libéralités des particuliers. Vous avez ici l'ordonnance de la Fikine portant création de la foire. C'est le Moniteur congolais, l'ancienne dénomination du journal officiel pendant Mobutu. Les maisons Onel ne sont pas citées. Ne sont pas citées. Deuxièmement, vous avez l'ordonnance 73. L'ordonnance 73 porte sur les statuts de la foire. L'article 2 vous donne les patrimoines de la foire là où il se trouve, là où il y a leurs biens immobiliers. L'article 2 dit ceci. La Fikine est chargée d'organiser chaque année, à la même date, à la même époque plutôt, une foire commerciale à Kinshasa. Deuxième alinéa. De gérer pour compte de l'État les terrains, bâtiments et installations situées dans l'enceinte où se tient la foire annuelle de Kinshasa. L'enceinte, c'est l'endroit où vous allez à la Fikine. Tout celui qui est petit sait que vous entrez par motel, il y a un long boulevard qui vous conduit à une porte intérieure. Et vers l'Emba Foire, il y a 2 portes extérieures. Toute cette concession, là où se déroule l'exposition foraine, c'est là-bas. Personne n'a déjà fêté la foire dans les maisons de motel Fikine. Personne. C'est l'enceinte qui se trouve là. Ils ont aliéné l'espace. C'est un peu comme quand vous entendez parler de Lemba Foire. Lemba Foire, c'est tout un quartier du côté de Lemba. C'est une localité de Lemba. Mais ce n'est pas un bien de la Fikine. C'est de la même manière qu'il y a un nom de proximité comme Motel Fikine. Mais la vraie dénomination, c'est Cité Onel. La continuité de l'État n'existait pas. Pourquoi? Parce qu'en 1987, il y a eu liquidation de tous les biens Onel. Mais parmi les biens qui n'ont jamais été liquidés, où les responsables de la foire ont joué des influences politiques pour garder la même mise et continuer de prendre l'argent, il y a Motel Fikine. Nous allons évoluer jusqu'en 2009, il y a un décret qui va intervenir. Le décret, je ne l'ai pas, je pense, ne pas l'avoir apporté avec moi, mais comme on est en procès et tout ça, c'est connu déjà. Le décret de 2009 va changer la Fikine en établissement public de l'État. Si
quelqu'un possède ces décrets, je peux même venir à la prochaine émission vous le présenter, le dit décret mentionne clairement que le mot fikine n'existe plus. Lisez l'article 1er et l'article 2, ainsi que les articles 7, 8 et 9. On vous dit dans l'article 1er, les articles 1er et 2, que la foire la fikine est surgée dans les actifs, dans les créances et autres, au profit de l'établissement public dénommé la foire. Tout court. La foire tout court. Chose grave, le président de la République a signé l'ordonnance pour nommer l'ancien, je ne sais pas, on m'apprend qu'il a été suspendu. Oui. Ça ne m'étonnerait pas parce que c'est un très mauvais gestionnaire. Si c'est le directeur général de la fikine. Le président de la République l'a nommé, il s'appelle Didier Kabampé Lengaboul. Jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui est directeur général. Oui. On le nomme par ordonnance présidentielle pour l'établissement public, mais avec la dénomination fikine. Or, fikine, c'est la dénomination de l'entreprise publique. Ok. Et aujourd'hui, il continue à poser des actes avec cette dénomination alors qu'il y a un décret qui transforme les statuts de 73 en un nouveau statut d'un établissement public. Mais là n'est pas le problème, c'est une couche interne pour vous montrer à combien l'administration dans ces pays est un grave problème. La continuité de l'État, c'est un concept là qui est encore flou chez certains. La fikine va arriver en 1987 quand on va liquider l'ONEL pour faire son premier certificat. C'est les certificats qu'ils nous ont présentés. Déjà, il y avait un certificat, je crois bien, en 84, mais celui-là, avec quelques problèmes, il a été annulé pour faire un nouveau de 87. On est allé en procès, ils ont présenté les fameux certificats dont je parle, qui avaient été donnés pour une jouissance de 25 ans jusqu'en 2021, qui a expiré. Et ces certificats vous parlent de 19 bâtiments à caractère commercial, alors que les maisons de montée sont 251. Et les 19 sont les 19 pavillons qu'ils ont à l'intérieur. À qui profite alors? Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a une sorte d'escroquerie. Il y a une mafia énorme derrière. Escroquerie, mafia. Maintenant, à qui profite cette escroquerie? Très bien. Nous sommes en 2012. Il y a le contrat de la Sicomine entre l'État congolais et les Chinois. Le fameux contrat qui a fait perdre la République démocratique du Congo 87 milliards en termes de ressources minières. Dans le contrat, il était prévu que les Chinois exploitent les minerais en échange qu'ils construisent des voies de communication, les infrastructures routières et autres, et logements sociaux. Il était prévu 3000 logements sociaux à construire et l'État devait céder les espaces vides. Nous arrivons à ces protocoles d'accord. La fikine va vendre non seulement les espaces à l'intérieur de sa concession, mais vendre aussi nos maisons, là où nous vivons depuis longtemps, pour 23 millions de dollars, comme c'est écrit ici. Et c'est signé par M. Eugène Bokopolo, l'ancien DG de la foire. Ah, c'est là où nous voyons une cité ici, on a le deux bâtiments que vous voyez là. Cité des rêves. Exact. Oui, le deux bâtiments que vous voyez là, il était prévu qu'on construise des logements pour la population. Okay. Mais on a désorienté, et c'est même une violation par rapport aux accords de la Sicomine, je crois que ça devait être l'article 19. On a construit pour les expatriés. Et on a vendu nos espaces. Nous, on avait résisté à l'époque. C'était Matata Mbolo qui avait freiné la démarche. Parmi les choses bien qu'il a pu faire dans sa vie, il y a quand même cette décision. Et depuis, conformément à ces protocoles d'accord qui a donné à la foire qu'une année de jouissance, c'était en 2013, et puis le bien les revient, depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais eu de contrat. Ces contrats ici, cette vente avait été freinée. Mais les effets de cette vente continuent parce qu'il n'y a jamais eu de contrat de location, ça c'est de 1. Et de 2, de 23 millions qu'ils ont reçus, 2 millions les administratifs ont partagé et 500 et quelques mille dollars ont été versés à la DGRK en 6 mensualités. Donc, bah, versé mouké. Le reste de l'argent est parti où? On ne sait pas. Et au moment où je parle, les responsables de la foire qui ont bouffé cet argent, certains d'entre eux sont en fonction. C'est grave. Et aujourd'hui encore, vous avez non seulement cette affaire ici des ventes, les terrains, ils continuent à les brader, les vendre aux Chinois et sous les yeux de l'État. Quand vous cherchez des gens à arrêter, là je m'adresse à l'appareil étatique, spécialement au ministre de la Justice, spécialement au procureur général de la République. Ces dossiers ici vous fait peur en quoi? Parce que ça fait 12 ans que la population que nous sommes en train de réclamer justice et nous dénonçons ces faits-là. Peut-être parce qu'on nous a dit qu'il y avait la famille la plus puissante de l'ancien régime derrière la construction. Ça, c'était des rumeurs qui couraient. Les 2 bâtiments qu'on voit là. Est-ce que ça vous fait peur? Qu'est-ce qui manque d'arrêter ces gens? Qu'on mène une action contre eux. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, vu qu'ils ont senti que le procès n'était pas en leur faveur, vu qu'ils n'avaient pas de preuves présentées, ils ont fait des assignations à déguerpir pour tous les habitants du motel Fikine. Ils ont distribué. Ce qui est drôle, c'est quoi? Le tribunal est saisi pour une affaire de titre de propriété, dans laquelle il y a un contentieux sur l'appropriation de ces logements-là. On ne sait pas encore qui est propriétaire, qui ne l'est pas, parce que le juge est saisi de la question, il doit délibérer. Mais l'une des 2 parties va encore dans le même tribunal déposer une assignation contre les gens qui se sont plaints pour tout ce qu'elle a fait de méfaits, et on vient distribuer ça aux gens. Maintenant, dites-moi,
s'il arrivait qu'avant que l'autre jugement soit rendu, on donne un jugement de déguerpissement, mais après on vient encore rendre un jugement qui dit qu'ils ne sont pas propriétaires. Voilà l'imbroglio que ça avait créé. L'assignation, certes, ne montre pas que le juge est saisi parce que c'est dans l'audience d'ouverture. Mais déjà de ce côté-là, on sent que il y a un manque de sérieux dans ces pays, surtout dans l'appareil judiciaire. C'est ça. Alors, le principe qui est là, il est simple. Ces maisons devaient nous revenir parce que nous avons fait plus de 10, 20, 30 ans et que la foire, en tant que gestionnaire des faits, avait reçu de la part du propriétaire ONEL l'instruction de donner les maisons aux acquéreurs éventuels qui vont respecter les données les décisions de l'ONEL. Celle-ci ne l'a pas fait. En principe, elle doit le faire pour nous retourner ces maisons. Comme elle ne l'a pas fait, c'est la justice qui doit nous reconnaître ce droit-là et nous sommes patients. Nous attendons la décision judiciaire. Il faut noter surtout qu'en dehors de la SICOMINE, la Foire internationale de Kinshasa aujourd'hui a un grand besoin d'audit sur sa gouvernance, sa gestion. Les loyers que nous payons depuis plus de 50 ans, comme les textes disent ici que ce ne sont pas des biens de la foire, et donc les sources des revenus ne contribuent pas au budget, cet argent, qu'est-ce que l'on fait de cet argent? L'argent de la vente qu'ils ont pris, les 23 millions, et Kenda Wapi, tout ça sont des questions que l'État doit prendre. Donc, dans cette affaire, il n'y a pas que la population qui est lésée, mais il y a aussi l'État congolais qui s'est fait avoir. C'est à cause de l'ancien régime avec ses magouilles. Comme aujourd'hui, nous osons croire à la naissance d'un état de droit, que l'on nous prouve que l'état de droit est réel, que les responsables se saisissent, les responsables de l'état, de l'appareil judiciaire se saisissent rapidement du dossier Fikine et ils vont découvrir que c'est l'une des plus grandes escroqueries qui n'a jamais existé au niveau du Congo. Et là, le ministère de tutelle, ça doit être qui? Le ministère de tutelle, c'est le commerce extérieur. Et pourtant, le principe veut que ces maisons, dans les maisons... Pour la foire, c'est commerce extérieur. Commerce extérieur. Mais ces maisons-là ont été construites sous la tutelle du ministère de l'Habitat, chapeauté par Madame Iliaou Kanza. Et on se demande comment est-ce que les logements ont quitté de la tutelle de l'habitat pour le commerce extérieur. Si vous lisez les missions assignées au commerce extérieur et à son établissement public, la foire, nulle part, il y a des missions de gestion des biens locatifs. Le commerce extérieur a pour but de vendre les potentialités économiques du Congo au marché international et faire l'attractivité, attirer les investisseurs au niveau local. D'ailleurs, même la dernière foire qui a contribué à ce type d'exposition remonte à la Deuxième République. Depuis, ce ne sont pas des foires qui s'exécutent, ce sont des kermestres. Depuis qu'on y a Pondou, qu'on y a Brochette, Nakwanga, comme la Nino, Tembo, la Katia Fiki, les missions en commerce extérieur, les expositions foraines. Depuis quand? Et c'est comme ça que vous embrouillez le chef de l'État, vous embrouillez la gouvernance. Je conclue en disant ceci. Il y a eu une tentative par un décret, ça c'est selon notre interprétation en tout cas, parce que pendant qu'on est devant les juges, l'établissement public avec son statut, on apprend là-bas qu'il y a un ministre qui va introduire une demande pour la création d'un nouveau décret qui régit les statuts de la foire. Pour changer les statuts d'un établissement qui répond devant les juges, nous avons écrit à la Première ministre pour dénoncer ça. Parce que pour nous, la tentative devait nécessairement inclure Motel Fikine comme source de revenus pour avoir une base légale maintenant à brandir pour pouvoir nous déguerpir là-bas facilement. On écrit à la Première ministre, que je respecte beaucoup, d'ailleurs je salue le travail que son administration a fait parce qu'on a été répondu rapidement. La Première ministre nous dit qu'elle prend information de nos allégations et suit les dossiers des prêts. C'est une très bonne réponse. Mais en même temps, le politologue que je suis analyse. S'il y avait des éléments de réponse, parce qu'elle a pris quand même 5 mois, c'est quand même bien parce qu'il y a des gens qui prennent 2-3 ans pour avoir une réponse. Si elle nous répond comme ça, c'est que ces services ont pris contact avec le commerce extérieur et les portefeuilles pour faire une demande d'explication et ceux-ci n'ont donné aucun élément de réponse. Ces ministères-là pouvaient dire non, ces gens-là se trompent. Voici la décision de l'État qui nous donne la gestion de ces maisons. Voici ce que l'argent fait pour le compte du trésor public et ces gens sont dans le faux. La Première ministre nous aurait répondu dans ce sens. Mais aucune réponse. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré même une grande autorité de ces pays que je respecte beaucoup et déjà qui a même montré de l'empathie pour nous et qui a promis d'en parler auprès des hautes instances. Mais lui aussi nous affirme qu'il ne savait rien de tout ce qui est à l'ONEL. Donc la continuité de l'État est un grand problème en République démocratique du Congo. Vous pouvez mener une politique d'ordre social qui demain va être contredite par un autre gouvernement sans une base légale et l'État souffre et c'est nous qui perdons. Juste pour les intérêts de ceux-là qui dirigent, parce que s'il trouve qu'il y a un dossier et qu'il n'a pas bénéficié, il est dans l'obligation. Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes seulement obligé de rejeter tout ce que vous avez trouvé sur la table? Continuez, que ça continue comme ça, créer d'autres choses. Et voilà le profit. Pourquoi tout le monde s'acharne à limiter? Prenez un plan d'expansion urbaine. D'ailleurs, je peux conclure en disant,
Mobutu a été l'un des rares à avoir proposé une politique d'ordre social pour le logement de la classe moyenne. C'est le seul à avoir construit pour la classe moyenne, pour tous. Mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'actuel gouvernement? De pouvoir anticiper un projet de construction de logements sociaux. Relancer l'ONEL, ces services-là doivent renaître. Créer des maisons, créer des villes, créer partout pour que la population ait une maison. Le premier élément de l'identité nationale, c'est l'appropriation de la terre. Ça. Si je suis congolais que dans mon propre pays, je ne possède aucune terre, c'est que je suis aussi plus étranger qu'un expatrié qui lui possède un immeuble. Imaginez. Et donc, comme cet endroit n'appartient plus à l'État, les gens font un commerce, bazo liambongo, bazo bradé, ba espace, et tout ça avec la bénédiction de certains dignitaires du régime qui sont en train de... qui sont cachés, même dans l'exécutif, je le dis. Il semble pour moi qu'il y a certains qui se cachent derrière ces dossiers. D'où le fait d'éradiquer certaines personnes au gouvernement. Merci beaucoup, M. Emmanuel Mwengue, pour la dénonciation. Donc, c'est la fin. Oui. On finit aujourd'hui par là. Alors, nous avons beaucoup parlé, c'est vendredi. Richard Vouidi, je vais laisser quand même nos téléspectateurs danser avec cette belle musique que tu vas nous proposer. Propose-nous une très belle musique. Et surtout, pour rendre aussi le vibrant hommage, surtout à notre frère, notre confrère qui est décédé, Reddy Wenge, je ne cesserai de le dire jusqu'à ce qu'il d'ailleurs, je vous annonce, le programme c'est pour le 31 mai, je crois que le 31 mai, veillée mortuaire, et le dimanche 1er janvier, plutôt 1er juin, ça sera l'inhumation et l'enterrement. D'ailleurs, nous reviendrons avec force de détail à partir déjà de nos éditions du journal, mais aussi lundi lorsque nous serons là. Je serai là lundi pour vous accompagner encore pour la tranche matinale. Namasté, nous mettons au point final ici. Merci, M. Emmanuel Mwengue d'être là. Merci beaucoup. Et je crois qu'à la prochaine occasion, nous aurons d'autres sujets à débattre. Nous Merci souhaitons beaucoup. vivement ces recensements-là, il doit exister. J'insiste encore. Ah voilà. Merci à toi Richard Vouidi, Junior Bemba, merci également à Christian Wakabika, merci à César Bassaï, merci au traité des programmes Tristan Énergie Lelo, merci également le livre Charles Mouzadi et merci à toi à Thérésia Loupetou et grand merci surtout au DG de la PES Télévision, le patron de la PES Télévision, comme on l'appelle comme ça, le patron de la PES Télévision qui est le concepteur, les coordonnateurs de cette tranche matinale, M. Patrick Ngandou Chiyoyo. Et grand merci également Maman Nathalie Chiyoyo. Donc rendez-vous avec moi le lundi pour ouvrir la nouvelle semaine. Au revoir.